bonjour, chronique essai aujourd'hui, on va dire, mais c'est en rapport avec la science-fiction, la fantasy et toutes ces sortes de choses, puisque je vais vous parler de Lapsus Clavis, articles et textes hors fiction, donc Sleep of the Keyboard en VO, c'est un recueil d'articles et de conférences, ce genre de choses, de Terry Pratchett. Ça a été traduit de l'anglais par Patrick Coutan, comme d'hab, avec une préface de Neil Gaiman, publié en français chez La Talente dans la collection La Dentelle du Cygne. Le livre original date de 2014, le livre français de 2017, et il fait 333 pages. C'est une chronique que j'avais réalisée pour le Bifrost numéro 90. Elle a été mise en ligne directement dans la rubrique Objectif Rune en plus. Et exceptionnellement, je n'en ai pas fait de version plus longue. Donc je vais en rester au format d'une chronique de Bifrost cette fois pour cette vidéo. Même après avoir accompagné la mort pour un dernier voyage, la poule aux œufs d'or Pratchett continue de susciter des publications. Lapsus Clavis, c'est un recueil de non-fiction, des articles, des discours, etc., remontant éventuellement aux années 1960 et s'arrêtant en 2011. On peut craindre en pareil cas le syndrome de la liste de courses et dans la petite soixantaine de textes ici rassemblés, du vivant de l'auteur et avec ses commentaires, il en est qui ne valent guère plus. D'autres justifient amplement cette publication, même globalement d'un intérêt variable. L'atout majeur de l'ouvrage permet d'envisager Pratchett d'un autre œil, et la préface de l'ami Neil Gaiman pour une fois s'avère véritablement précieuse. Un joyeux drille, le créateur de Rincevent, etc. Non, un homme en colère. Ce qui, tour à tour, le rend particulièrement sympathique et un tantinet agaçant. Humain, en somme. L'humour est certes toujours présent dans ce recueil, mais sans constituer son point fort. La notoriété de l'auteur et son succès mondial débouchent sur des textes qui se ressemblent, où les mêmes thèmes et les mêmes effets rhétoriques reviennent sans cesse. À vrai dire, la longue première partie est probablement la moins intéressante, consacrée à Pratchett en tant qu'auteur à succès et d'abord du disque monde. Les œuvres indépendantes ne sont que rarement mentionnées avec une exception de taille pour Nation. Sa production prolifique, pas de pause entre deux romans, 400 mots à écrire chaque jour, comme ses épuisantes tournées de dédicaces, avec une prédilection marquée pour l'Australie, casse pas la tête. Les articles les plus récents peuvent d'ailleurs produire un effet similaire à celui des derniers romans du Disque Monde, quand il devenait tristement flagrant que quelque chose ne fonctionnait plus. On en retiendra surtout sa défense de la fantaisie, l'évasion pas seulement d'un endroit, mais surtout vers un autre, et qui offre en même temps un regard critique sur le monde. Chesterton, Tolkien et quelques autres, y compris les lassants produits de fantaisie extrudée qu'il s'agissait de railler, avec un dictionnaire Brewer non loin, ce sont les fondements du disque monde. Jusque dans cet article très lucide expliquant pourquoi Gandalf ne s'est jamais marié, en découle la création de Mémessire du Temps et de ses consoeurs. Et pour le coup, voir l'œuvre en gestation est fascinant. Il en va de même pour l'amorce des petits dieux, avec une tortue et quelques grecs, etc. Mais Pratchett, l'homme, est probablement davantage intéressant ici. Ses réminiscences autobiographiques éparses, parfois étonnantes, parfois touchantes, sont souvent drôles, mais pas toujours. L'école pénible, la découverte des revues de SF dans une librairie porno, dont la tenancière était une aimable vieille dame lui offrant le thé, le journaliste local qui assiste à des autopsies, le chargé de relations publiques d'une centrale nucléaire, un Pratchett avant Pratchett, qui nourrira l'auteur en temps utile. Le grand moment se situe cependant à la fin, quand Pratchett se fait militant et, suite à la découverte de sa forme très particulière d'Alzheimer, s'engage en faveur de la mort assistée pour les patients qui ne peuvent plus espérer de rémission. Dans ce rôle incongru, l'auteur a suscité un écho marqué en Angleterre, bien au-delà du cercle pourtant étendu de ses lecteurs, et il a pu contribuer à faire évoluer les choses. En tout cas à initier un mouvement, peut-on espérer. Si l'ensemble du recueil ne parlera sans doute qu'aux fans, ses ultimes développements ont une portée tout autre, et suffisent à justifier, peut-on supposer, cette publication.